Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce débat Faire croiser qui, pour une fois encore, s'intéresse à la célébration du jour. C'est bien, je vous l'ai dit, à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden, que c'est la Journée internationale des personnes disparues. Et le débat en fait son principal menu ce jour. Et oui, l'exercice sera fait avec Monsieur Landry Adélacon, qu'on ne présente plus. C'est un invité que vous avez suivi déjà sur nos plateaux. Bonjour à vous, Monsieur Adélacon. Face à vous, Monsieur Félix Badiagou, vous êtes socio-anthropologue, vous officiez au laboratoire d'analyse des dynamiques socio-anthropologiques et d'expertise pour le développement. Vous êtes membre d'un forum qui vous est hyper cher, le forum Regard Scientifique. Et c'est bien au nom de ce forum que vous présentez ici, mais votre formation, vous êtes socio-anthropologue de formation. Alors, on va réfléchir, comme je le disais tantôt, à cette nébuleuse que constituent les personnes disparues. Et sur la plateforme dédiée, bien évidemment, aux célébrations internationales, je peux partager avec vous que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et plus précisément le groupe de travail qui s'intéresse au cas des personnes disparues, pense plutôt qu'il ne faille pas consacrer un jour. Non, qu'il ne faille pas consacrer un jour aux personnes disparues. Non pas parce que ce n'est pas important, mais plutôt y penser tous les jours. Enfin, c'est du moins l'avis, la position. Il en est de même pour l'autre ONG internationale, la Croix-Rouge aussi, qui pense qu'on devrait consacrer tous les jours à réfléchir, à penser au cas des personnes disparues dans chaque pays, dans le reste du monde. Alors, c'est bien sûr l'importance de ce sujet, et puisque vous savez que nous traînons depuis bientôt une décennie, depuis 2010, depuis 2010, un cas délicat, le cas de l'ancien cadre du ministère de l'économie et des finances, Pierre Hubin Dainvo, qui a disparu au soir du 17 août 2010. Il sonnait à 17h, c'est un peu après 17h que sa disparition a été constatée. Et jusqu'à ce jour, nul être au Bénin ne peut attester de sa destination. Alors, M. Félix Badiagou, qui appelle-t-on personne disparue? Celui qu'on n'a plus vu ou la sociologie l'appréhende, y accorde autre sémantique? Bon, merci M. Davor. D'entrée, je vous dirai bonjour parce que je ne l'ai pas encore fait. Bonjour, chers téléspectateurs. D'accord. Très ravi d'être ici aujourd'hui encore pour éclairer les téléspectateurs sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et on n'entend pas personne disparue, toute personne dont la famille n'a plus de nouvelles pendant un long moment et ou qui, selon des informations fiables, sont avérées comme telles et en raison d'un conflit armé, national ou international, ou en raison des troubles internes au sein d'un pays ou dans une société donnée. Mais il n'y a que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. D'abord, je voudrais préciser ceci, que la journée, il s'agit de la journée internationale des victimes des disparitions forcées, que l'on appelle encore journée internationale des personnes disparues. C'est pour dire quoi? Qu'il faut faire la nuance entre les personnes disparues que nous constatons au sein de notre société ici au Bénin, par exemple, et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi, comme le cas peut-être des enfants qui sont placés et qui du jour au lendemain s'évadent dans la nature parce que n'ayant pas obtenu la mobilité sociale ascendante dont ils espéraient, ou parce que les conditions dans lesquelles ils sont, des conditions qui amènent les familles d'accueil à exercer une certaine violence sur ces enfants-là, ou également des personnes disparues dont on a constaté ces derniers temps dans notre société ici, qui concernent des disparitions des êtres, des enfants ou des personnes âgées qui sont
utilisé pour des rituels par des individus que l'on peut appeler déviants parce que qui transgressent des normes dans la société. Vous voyez? Donc, la journée, la disparition des personnes dont parle cette journée, il s'agit en réalité des disparitions qui s'effectuent pendant des conflits, des guerres civiles ou des guerres religieuses dans des pays qui amènent la disparition des individus donnés. Vous avez par exemple en Argentine, entre 1976 et 1983, une guerre civile qui s'était déclenchée pendant laquelle nous avons, il y a eu près de 30 000 personnes qui ont été tuées. Et pendant cette guerre également, il y a eu des personnes qui sont disparues. Et c'est ça qui a amené, par exemple, des associations latino-américaines à réfléchir à comment soutenir ces familles-là qui ont perdu des êtres si chers à eux. Et depuis 1983, il y a la Fédération des associations de familles détenues latino-américaines qui ont déjà commencé à célébrer cette journée-là, mais pas de façon officielle. Il fallait attendre 2006, précisément le 20 décembre, pour voir l'ONU institutionnaliser cette convention-là. Donc, le 20 décembre 2006, l'ONU a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Et selon l'article 2 de cette convention, on n'entend pas disparition forcée, toute arrestation, enlèvement ou toute forme de disparition par des agents de l'État ou par de groupes de personnes ou de personnes sous l'appui de l'État qui placent ces personnes-là dans des centres clandestins. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que je pourrais dire d'entrée par rapport à la définition de personnes disparues. Donc, personne disparue, c'est toute personne, de manière générale, toute personne dont la famille n'a plus de nouvelles pendant un long moment et où, selon des formations, sont avérées telles, c'est-à-dire sont avérées velles. Et des informations fiables proviennent des officiers de police judiciaire ou des tribunaux pour constater que effectivement, dans tel conflit armé national ou international ou dans tel trouble, il y a eu disparition de tel individu que nous essayons de retrouver depuis un certain nombre de moments et que nous n'avons pas trouvé. Voilà. C'est cela le contexte. Mais vous convenez avec moi qu'il n'y a pas que les conflits qui génèrent depuis peu des cas de personnes disparues. On va y revenir. Merci. Landry Adélakun, à nouveau, bonjour, et vous avez suivi votre vis-à-vis nous rappeler le contexte et nous faire l'histoire, je dirais, ou l'historique de cette journée internationale. Alors, comment définit ce même concept le juriste? Merci, monsieur le journaliste, et bonjour, chers téléspectateurs. Je dois d'abord dire que le sociologue a donné une définition complète, parce que vous avez remarqué qu'il est parti de l'historique, il a parlé de la Convention, et donc il s'est permis quelques intrusions dans... Voilà, donc il est dans la posture de juriste, et vous savez, la sociologie et le droit, c'est deux disciplines qui se rencontrent. Et donc, il a déjà dit l'essentiel en rappelant déjà que nous sommes partis, que cela est né sous l'impulsion d'une fédération latino-américaine, qu'il a rappelé que c'est déjà en 1983. Et je voudrais juste ajouter peut-être quelques points pour rappeler que même déjà en 92, l'ONU avait déjà pris une résolution. Une résolution, nous avons parlé de la déclaration sur les personnes, comment on appelle les personnes, les disparitions des personnes forcées. Voilà, donc nous avons parlé de cela avant même d'aller à la convention qu'il a rappelée en 2006. Il faudrait que c'est en 2010 que cette convention est rentrée en vigueur, et depuis lors, nous voyons qu'il y a eu quand même un effort qui se fait. Il y a eu un comité, comme vous l'avez dit, il y a un groupe qui travaille sur la question. Voilà, sur la question. De la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Voilà, pour définir sur le plan international ce que c'est qu'une disparition forcée, c'est l'article 2 de la Convention qu'il a cité tout à l'heure, il l'a bien cité. Et peut-être que j'ajouterai, pour revenir peut-être au niveau interne, au niveau interne, parce que je ne vais pas ressasser ce qu'il a dit. Au niveau interne, il faut dire que c'est l'article 18, alinéa 2,
du Code des personnes et de la famille, une loi de 2004, je pense, qui, quand même, définit ce que c'est que le disparu. Vous allez voir qu'il y a une nuance, parce que là, le disparu, là-bas, au niveau international, on va parler de disparition forcée. Vous savez, c'est des jeux sémantiques très importants. Et donc, c'est l'alinéa 2 qui parle de disparu. Au bon moment, l'alinéa 1er parle de l'absent. Et donc, on parle de l'absent pour venir au disparu. Il y a une certaine légère nuance entre les deux notions. Donc, c'est un peu ça. Je pense que fondamentalement, je ne reviendrai pas sur la définition. La définition, elle est correcte. Très bien. Alors, Félix Badiagou, quand on en arrive à faire ce constat, ce triste constat que constitue la disparition d'un être, alors, comment la vit-on, cette disparition? Merci, monsieur Darbo. Vous me direz difficilement, mais au-delà des émotions ordinaires, Oui. quelle lecture fait le sociologue? Vous savez, dans une société, et principalement en Afrique, quand on parle de famille, par exemple, nous mettons beaucoup d'accent sur la famille élargie. Nous retrouvons les formes de famille nucléaire en Europe, c'est-à-dire le père, la mère et l'enfant. Mais en Afrique, et précisément au Bénin, quand on parle de famille, on parle de famille élargie, c'est-à-dire le père, la mère, l'enfant, les beaux-parents de l'homme, les beaux-parents de la femme également, et puis les cousins, les oncles, et tout ça réuni constitue une famille. Et quand vous voyez dans ce genre d'environnement, on vous dit que la personne sur qui vous comptez, la personne qui vous est chère, parce que plus particulièrement, quand il y a conflit armé, ou il y a guerre civile ou guerre religieuse quelque part, ce sont principalement des gens qui ont une certaine notoriété qui sont enlevés de cette manière-là. C'est-à-dire des gens qui, des opinions de vue, peuvent influencer sur les autres membres de la société. Ça veut dire que c'est des gens qui sont à un certain niveau, qui sont à un rang social donné. Donc, des gens qui ont un niveau social donné, sur qui des enfants peuvent compter pour leur scolarisation, pour se nourrir, sur qui des familles peuvent compter pour ne serait-ce que satisfaire à leurs besoins. Quand on constate la disparition de ces êtres de cette manière, toute la famille est entre l'espoir et le désespoir. On ne sait si on va le retrouver, si on va retrouver cette personne-là, ou si on ne va pas la retrouver. Et puis, dans cette tendance de espoir et désespoir, on n'arrive plus à stabiliser son esprit, on n'arrive plus à bien réfléchir, à mener les activités auxquelles on s'adonnait, on n'arrive plus. Mais dans ce cas, je ne vous arrête pas, monsieur Félix Badiagou, à bien vous comprendre, c'est à croire que le manque, l'absence est vécu compte tenu du rang qu'occupe ou qu'a occupé la personne disparue dans sa fratrie ou dans sa famille ou pour la nation. Non, pas nécessairement. Quand on prend par exemple le cas de notre voisin le plus proche ici, au Nigeria, le cas de Boko Haram, qui ont enlevé près de 276 lycéennes. Tout être humain est important pour ses proches ou pour sa famille. Je le pense, quel que soit le rang. Quel que soit le rang. Mais je dis, plus particulièrement, pendant des conflits, on décide par exemple de vous enlever quelqu'un qui vous est cher. Peut-être fut-il un enfant, peut-être qui brille à l'école et qu'on vient vous l'enlever. Vous, en tant que parent, par exemple, vous avez tout votre avenir sur cet enfant-là. Vous pensez que quand cet enfant va évoluer à l'école et qui va devenir grand quelqu'un demain, il pourra subvenir aux besoins que vous n'avez jamais pu subvenir. Il pourra aider sa famille, il pourra aider ses cousins, ses oncles et tout et tout. Vous voyez? Et donc, du moment où vous perdez un être si cher, on le vit très mal. On le vit très mal. Et de ce point de vue, l'histoire est têtue, on dit souvent, quand on raconte à des enfants que vous avez pu perdre votre papa ou votre maman ou quelqu'un de si cher pour vous, vous l'avez perdu dans des circonstances données, les enfants qui peut-être espéraient avoir le nécessaire de ce proche-là
et qui désespérément se trouvent dans l'incapacité d'avoir quelqu'un qui puisse subvenir à leurs besoins, à leur éducation, à leur nourriture, à leur habillement et tout et tout. Vous voyez, ça pose un problème. Et ça pose le problème de déséquilibre de la famille. Et quand dans la famille, il n'y a plus d'équilibre, du matin au soir, on ne fait que penser à celui qui est parti, on ne fait que penser à la personne qui a été enlevée. Vous voyez, il ne peut pas y avoir stabilité. Et du moment où il n'y a pas stabilité dans la famille, dans une collectivité donnée, vous savez que la nation, c'est la somme des familles et collectivités. Et donc, le non-épanouissement des familles ou des collectivités au sein d'une nation fragilise d'office le développement de cette nation-là, parce que les membres de la famille du disparu ne pourront plus réellement travailler pour le développement d'une famille, et de leur famille et de leur nation. Même au boulot, ils ne feront que réfléchir à cet acte-là. Et ils ne feront que raconter cette histoire à leurs enfants. Et ces enfants-là, une fois cette histoire ancrée dans leur habitude, quel que soit ce qu'ils feront dans la vie, quel que soit ce qu'ils deviendront, vous savez, c'est rentrer dans le cerveau et ils pourront exercer cette frustration. Ils pourront l'exercer demain sur notre société, c'est-à-dire venger leur être cher qui est disparu. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est une hypothèse, oui, Voilà. c'est une hypothèse à ne pas négliger. Landry Adélakon, alors, au plan local, au plan national, devrais-je dire, que prévoit la législation pour protéger? D'abord, vous allez me rappeler ce fameux article de la loi fondamentale où l'État est garant de la sécurité. Oui, au-delà de cet article, y a-t-il des conventions, y a-t-il d'autres dispositions qui protègent, et y a-t-il des dispositions qui protègent non seulement l'être humain et le cas spécifique des personnes disparues? Vous voyez, je ne sais pas trop de quoi est-ce que vous parlez, parce qu'en parlant de cas spécifiques des personnes disparues, est-ce que c'est des personnes dont on ignore et où elles sont, où est-ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles font, sont-elles encore vivantes? Est-ce que c'est de ces chances-là que nous allons parler, ou bien? Mais ce que je peux dire, c'est que spécifiquement pour le cas national. Le cas national. Nous ne sommes pas en conflit pour prendre en considération le contexte qui a généré cette célébration. Non, nous ne sommes pas... Peut-être là aussi nous allons faire une nuance. En fait, les disparitions forcées ne sont pas liées typiquement au cas de conflit armé ou tout ce que nous voulons. Non. En fait, nous parlons... Ça non plus ne nous intéresse ici. Oui, puisque nous sommes d'ailleurs un pays de paix, comme on le dit. Voilà, donc nous, on n'est pas en conflit ici. Et donc, la disparition forcée, c'est un peu ce que nous avons constaté. Vous avez donné un exemple tout à l'heure, on pourra peut-être y revenir. Ce que je voudrais dire, c'est que nous partons des conventions pour définir les règles au niveau interne, afin que ces règles soient quand même conformes à ce que nous avons adopté ou ratifié. Et donc, c'est un peu ça. Et pour dire, les disparitions, en fait, il y a des gens dont on a constaté la disparition, il y a une procédure, et comme je l'ai dit, là, nous allons mettre l'accent sur le code des personnes et de la famille, qui fait que déjà, après 1 an, quand vous n'avez plus information d'une personne, après un délai d'1 an, toute personne intéressée ou le ministère public peut adresser une demande afin de constater quand même qu'il y a absence. Donc, nous partons de là pour arriver progressivement. Et donc, voilà la première étape, après 1 an. Cela voudrait dire, vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas si la personne continue de vivre ou pas. Et surtout, il faut se rendre compte que les conditions dans lesquelles la personne a disparu, c'est un peu ça, dans lesquelles vous avez perdu contact, voilà, vous avez perdu contact, vous avez perdu information sur cette personne, et ont tendance à faire croire que la personne ne serait plus de ce monde et que la personne ne serait plus en sécurité. Et donc, voilà des conditions qui font que nous parlons généralement de personnes disparues et autres. Et maintenant, par rapport aux dispositions, il faut dire que même déjà l'individu, vous avez rappelé la loi fondamentale, vous m'avez dévancé. Déjà l'individu est sacré, protégé par l'État, par les tests et autres. Et donc, même si l'on ne se retrouve plus dans un milieu donné, il faudrait que là où l'on se retrouve, l'on soit protégé. Et pour y arriver, il faut dire que déjà la disparition d'une personne peut être une violation de tout un chapelet de droits. Est-ce que vous voyez? Le droit à la vie, le droit à un procès équitable, le droit à la santé, le droit et la liberté d'aller et de venir. Donc, c'est tout un chapelet.
le mieux-être. Puisque vous ne savez pas de quelles conditions la personne est. Et donc, la disposition, ce qu'il faut dire, c'est que quand on constate qu'il n'y a plus, la personne n'est plus là et que les troubles sont constatés par les organes compétents, et donc, il y a une procédure qui a également des effets en termes de, il a parlé maintenant du plan social, je vais dire. Donc, il y a eu un effet sur la famille par rapport à la dévolution, bon, le partage des biens, tout ça, bon, il y a tout un truc là. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que la personne, même quand elle est absente, ou c'est une personne disparue, elle est protégée où qu'elle soit. Mais quand vous ne retrouvez pas la personne, est-ce qu'on peut dire, dans la pratique, mais on peut théoriser, mais est-ce que dans la pratique, on peut dire, nous pouvons dire que cette personne qui aujourd'hui n'est pas là, ou ne saura pas ce qui est arrivé, est protégée? C'est pour cela qu'on dit l'obligation de l'État, et l'obligation qui est même reconnue dans les textes, c'est que l'État prend soin de chacun, assure la sécurité de chacun, de chaque individu. Vous savez, il y a aussi des limites. Hein. Donc, assure la sécurité de chaque individu. Tout cela est prévu dans les textes. Mais, dans la pratique, vous n'avez pas information. Vous ne savez pas dans quelle main se trouve la personne. Et donc, l'obligation de l'État... Ailleurs, nous avons des vidéos authentifiées des groupes d'enlèvement et autres. Je ne veux pas en citer ici pour faire de publicité à ces extrémistes qui n'en méritent pas. Alors, on a ces vidéos qui attestent, qui viennent quelque peu rassurer les parents que voilà, la personne disparue ou la personne enlevée va mieux, voilà, quelque part. Ouais, c'est là. Ça, ce n'est qu'un cas. C'est là où nous jouons sur les obligations de l'État. À partir du moment où vous avez l'information, une vidéo, donc l'État met les moyens afin de faire le nécessaire pour récupérer son citoyen. Qui serait dans les mains de ceux dont vous avez parlé. Et donc l'État met les moyens. C'est ça l'obligation de l'État. Quand l'État, et même sans avoir la vidéo, l'État met les moyens au fait de faire toutes les recherches nécessaires pour trouver des indices concordants qui permettent d'identifier dans quelle localité, dans quelle main le citoyen est. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a disparition et puis on croise les bras. Non, si c'était ça, même la journée mondiale dont nous parlons n'aurait pas de sens. Donc il faut anticiper, il faut prévenir. Et maintenant, quand vous ne prévenez pas et que nous sommes dans le cas, c'est-à-dire nous prenons des mesures. Vous savez, l'État, ses moyens, vous savez, les agents de renseignement, tout ce que nous savons, l'État peut miser gros pour retrouver les individus. Donc, on ne peut pas croiser les bras sur des cas de disparition forcée, encore que dans la définition, vous savez, cela peut être également autorisé par, bon, d'une manière ou d'une autre, peut-être implicite par les agents de l'État ou non, ou même des groupes qui... Donc ce n'est pas nécessairement des groupes armés ou des groupes civils qui font des rapts, qui ont peut-être des trucs à réclamer, non, ce n'est pas nécessairement ça. L'État, les agents, les préposés de l'État, eux-mêmes peuvent être à la charge parce que, vous savez, dans la pratique, bon, il peut y avoir plusieurs raisons, ça peut être gênant, tout et tout. Là, vous évoquez le cas des films ou d'un certain État, pas ici. Alors, Félix Badiagou, vous évoquiez tantôt l'expression de frustration qu'on peut noter chez, par exemple, chez les enfants ou les frères d'une personne disparue. Mais au-delà de cette frustration, oui, vous êtes allé jusqu'à dire que ceux-ci peuvent chercher à se venger plus tard. Mais au-delà de cette expression, quelle autre lecture peut-on faire je dirais, de l'émotion, du vécu d'un parent proche? Je me fais pas clair. Oui. Quelle autre lecture? Au-delà de la frustration. Oui, l'enfant peut chercher à se venger de son père. Quand je prends par exemple le cas d'un Ivo, enfin, un enfant peut chercher à se venger, genre, j'irai chercher où est mon père. Au-delà de cette expression, n'y a-t-il pas d'autres lectures sur le plan sociologique à faire? Évidemment, et je l'ai rappelé tout à l'heure. Ça ne pourra-t-il pas inhiber, par exemple, une volonté chez l'enfant de la personne disparue, la femme de la personne disparue, un frère de la personne disparue? Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. J'ai dit que dans une famille où on perd un être cher, par exemple, vous voyez, il y a un vide qui se creuse. Qui est constaté. Oui, qui est constaté là. Et puis, vous avez par exemple, si c'est le père qui a été enlevé, les enfants qui n'ont plus de guide, des enfants qui n'ont plus de normes, qui n'ont plus à suivre les normes qui sont instaurées dans la société, à moins que la femme... Qui vont manquer de boussole, qui n'auront plus... Et puis, plus tard, l'autorité parentale. Voilà, ces enfants grandiront dans un défaut de régulation et qui va les amener à être des déviants de la société parce que n'ayant pas trouvé des gens
ou l'être nécessaire pour les encadrer pendant leur processus de socialisation. Vous voyez un peu. Et tout à l'heure, vous avez parlé des lois ou des tests qui protègent les personnes disparues. Bon, il faut dire, et il a rappelé tout à l'heure, en dehors des disparitions forcées, il y a bien évidemment des tests. Il y a le droit international humanitaire, par exemple, et le droit international des droits de l'homme, qui prévoit des dispositions pour protéger tout citoyen à l'intérieur d'une nation, que ce soit en cas de conflit ou en cas de guerre civile ou en cas de trouble. Ces tests-là prévoient comment l'État doit mettre en place des stratégies pour protéger ses enfants, parce que il n'est pas normal qu'à l'intérieur d'une nation, on puisse dire que des gens ont été enlevés et qu'on ne sait pas où ils sont. Et l'article 1er de la Convention internationale, dans son alinéa 2, dit que on ne peut, qu'aucune circonstance ne peut justifier la disparition d'un être cher dans un état donné. Ça veut dire qu'on devra mettre tous les moyens en œuvre pour retrouver des gens qui ont été enlevés, soit on retrouve par exemple leur corps et suivi des tests d'ADN, on arrive à démontrer que c'est telle personne qui a été enlevée, qui est retrouvée morte quelque part. Donc, vous voyez un peu ce que... Mais du côté social, c'est ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, le vide créé dans une société donnée a beaucoup de répercussions sociales. Vous savez, il y a Durkheim qui a défini la société comme étant une entité morale harmonieuse et non différente de la somme des individus. C'est une entité morale harmonieuse. Et du moment où on commence à perdre des êtres chers de façon, disons, on constate l'enlèvement des êtres chers, c'est-à-dire que vous ne constatez pas que votre proche est mort ou est décédé, vous constatez simplement que par rapport à ses positions, par rapport à ses prises de position au sein d'un État, vous constatez qu'il a été enlevé. Ça donne des frissons et puis ça nourrit des trucs là, des armes internes qui demain peuvent se répercuter sur la société. C'est ce que je prédis. Oui, ce que je m'en vais dire ne sera pas pour jeter un pavé dans la mare, mais tel qu'on le dit, on n'a pas souhaité la disparition d'un être cher, mais c'est vrai, on a évoqué l'émotion, le vide, le manque, mais ceci peut servir aussi d'élément catalyseur pour non seulement les enfants, la fratrie, pour se lancer un défi à relever, non pas seulement pour se venger. L'apprenant qui peut-être est à l'avant-veille de son examen peut se lancer comme défi tel que c'est arrivé. Je décroche mon examen pour venger la mémoire de mon père ou de ma mère. C'est aussi une hypothèse que vous me direz pas non. Oui, c'est pas à souhaiter. Ce n'est pas un cas à souhaiter. On n'aura pas à souhaiter d'enlèvement ou de cas de personnes disparues pour qu'il y ait une telle expression d'émotion. Non. Mais c'est dire aussi qu'il y a cette hypothèse à explorer, puisqu'on a évoqué que le négatif jusque-là. Effectivement. Vous savez, il y a peu de gens au monde qui arrivent pendant les moments difficiles à se lancer des défis et les atteindre. Nous avons connu par exemple le cas de Hitler qui, en prison, a pu élaborer des stratégies pour gagner une guerre. Nous avons par exemple le cas de Nelson Mandela qui, en Afrique du Sud, pendant 30 ans de prison. Comme quoi c'est possible. C'est possible, mais vous voyez par exemple le cas d'Aïvo au Bénin ici où pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois, on doit faire venir la famille au tribunal, leur rappeler cette histoire. On doit bousculer l'agenda des parents qui doivent normalement profiter de ce temps-là pour travailler, produire quelque chose et mettre ça au service des enfants. Ces familles qui sont invitées tout le temps et à qui on leur rappelle cette disparition-là de leur être cher et qui toujours ne trouvent pas de solution à ça. Vous savez, ça perturbe. Et un enfant, en Afrique ici, c'est pas évident que de cette situation-là, un enfant peut profiter et dire,
bon, je vais me lancer un défi. Encore que pour se lancer un défi, il faut être suffisamment rassasié, il faut être suffisamment dans de bonnes conditions, sinon le défi ne se lancerait pas. Donc quand vous évoquez, il faut être suffisamment rassasié, je dirais plutôt il faut être suffisamment, il faut avoir un capital mental, un certain capital mental et non être rassasié dans le sens de la nourriture et autres. Non, pas dans le sens seulement de la nourriture. Oui. C'est-à-dire il faut être bien dans son environnement, oui. il faut avoir le avoir mental, moins de soucis. Le mental qu'il faut. Oui. Landry Adélakun, oui. Toujours, on reste, comme je vous l'ai dit, toujours au plan national et je vous invite maintenant à un exercice que vous n'aimez pas. Je me rappelle la première fois sur ce plateau, Landry Adélakun. Alors, dans l'État, en l'espèce au Bénin, pensez-vous que le pouvoir politique manifeste assez sa volonté d'éclairer, de clarifier le cas des personnes disparues et celui en vogue, le cas d'Agnvo? Je pense qu'il serait difficile de dire si le pouvoir actuel a une réelle volonté d'élucider. Voilà, nos gouvernants d'hier et d'aujourd'hui ont une volonté manifeste d'élucider les quelques cas de disparition. Ce que je peux déjà dire, c'est que par rapport à certains cas, les dossiers sont pendants devant la justice. Et puisque la bonne foi est toujours présumée, je peux partir de ce constat pour dire qu'il y a une volonté d'éclairer l'opinion sur ce qui s'est passé. Au même moment, je peux regarder la lenteur et quelques complications et ce que l'autre a appelé de théâtralisation et de la procédure pour me dire, bon, est-ce que réellement c'est une volonté manifeste ou carrément c'est une mise en scène? Mais ce que nous pouvons dire, c'est que généralement pour l'histoire, pour le peu que je sais, au Bénin, quand il y a disparition, on fait du bruit pendant quelques temps. Et puis tout le monde oublie. Voilà, tout le monde se range. Et tout cela est contraire à la convention dont nous avons parlé. Et heureusement, le sociologue l'a rappelé, tout cela est contraire même au droit humanitaire. Quand nous parlons du droit humanitaire, il faut savoir que nous sommes certainement déjà en période de catastrophe, de conflits et autres. Il faut aussi dire que nous pouvons aussi aller loin pour dire que la disparition forcée peut être également un crime contre l'humanité, quand cela tend à être généralisé à un groupe civil. Vous voyez, c'est un peu dans ces conditions que nous parlons de crimes contre l'humanité. Et donc, cela n'est pas le cas ici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, est-ce que nos autorités prennent des mesures idoines pour éviter, parce que c'est ça même le plus important, nous pouvons éviter. C'est vrai qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Nous pouvons éviter. Maintenant, quand nous n'évitons pas les quelques cas, vous avez vu, il y a eu des disparitions, même dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît rien. Les gens disparaissent, on se demande quelle est alors la responsabilité de l'État, alors que les conventions, les tests internationaux ont bien précisé la responsabilité de l'État. Donc, quand les gens disparaissent, il revient à l'État de tout faire. Maintenant, est-ce que nos gouvernants le font? Je pense, pour ma part, qu'au vu de ce que j'ai vu et que je constate, je pourrais répondre par la négative, en disant que les gens ne sont pas tellement concernés par ce qui se passe. Et c'est cela qui renforce même peut-être certaines thèses qui tendent à dire que les disparitions en général au Bénin, les quelques disparitions sont peut-être alimentées par ceux qui ont le pouvoir de faire disparaître les gens. Parce qu'on ne conçoit pas que dans un État, les gens peuvent disparaître telle une mouche, encore qu'une mouche ferait du bruit. Et donc, quand les gens disparaissent dans ces conditions et que par la suite on ne voit pas un engagement réel de votre part, alors on est tenu de dire que c'est peut-être l'exécutif, c'est peut-être le législatif, c'est peut-être le judiciaire, tout cela rassemblé, qui cautionne, qui encourage les disparitions. On a tendance à croire qu'il y a un secret qui est gardé par une certaine classe. Vous voyez, de ceux-là qui peut-être nous dirigent d'une manière ou d'une autre, qui sont à l'ombre. Et donc, dans ces conditions, ce que nous devons faire, c'est de retourner au test. Parce qu'il a dit, vous avez parlé je dirais, de l'impact psychologique ou social. Il faut dire, comme je l'ai rappelé, quand on prend le code des personnes de la famille, déjà qu'il y a disparition, il y a problème. Parce qu'au-delà d'un délai donné, 1 an, j'ai dit, il faut faire le constat d'absence et autres et aller. Déjà, on désigne l'ouverture, il y a l'ouverture, bon, je ne sais pas comment, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, il y a ce qu'on appelle l'ouverture de la succession. C'est-à-dire, un peu, on peut dire quelque chose qui amène au partage des biens. Vous voyez, quand vous êtes légalement marié, un peu. Et donc, quand vous n'êtes pas là, on constate. Et puis, sur un délai donné, on va jusqu'à faire une déclaration à partir d'un délai, une déclaration, une reconnaissance de décès, une déclaration de décès. Ça, c'est une décision judiciaire. Et donc, après
cela, vous voyez, il y a une ouverture de succession. Après cela, ça dit, c'est comme si il y a le décès, et vous savez, le décès est une cause de divorce. Et donc, la veuve ou le veuf, je crois que c'est ça, donc, se trouve alors dans une, comment on appelle, dans une rupture, voilà, dans le divorce qui est une rupture du lien conjugal, voilà, donc se trouve dans une rupture du lien conjugal, ce qui amène alors à avoir des effets du divorce. C'est le partage des biens, c'est les enfants. Quand les enfants sont mineurs, ils sont confiés à un tuteur. Bon, tout cela, c'est la justice qui s'en occupe, vous voyez. Donc, il n'est pas là ou elle n'est pas là. Les enfants mineurs sont confiés à un tuteur qui les suit jusqu'à l'âge de maturité, qui est 18 ans en droit béninois. Et donc, déjà là, vous voyez, on partage, on ne sait pas combien de fois, on ne sait pas, est-ce que la dame, est-ce qu'elle s'attendait, est-ce que, bon, le conjoint, je dirais le conjoint survivant, le conjoint, voilà, quand on dit conjoint, ça peut être la femme, voilà. Est-ce que cette personne s'attendait à ce que sa seconde moitié disparaisse ainsi? Est-ce que les enfants s'attendaient à cela? Et donc, il y a ouverture de succession, et vous savez, déjà même en droit béninois, avec le contexte qui est le nôtre, le sociologue est là, déjà qu'il y a partage des biens, alors que le type n'est plus là, vous voyez, on sait les ingérences, ce n'est pas l'exercice le plus facile à gérer. Vous voyez, donc il y a tout cela qui sont des conséquences même de la disparition. C'est pour cela, je rappelle, il est dit que l'État ne doit pas autoriser, l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires. Maintenant, est-ce que nous le faisons? Je pense et je le dis par rapport à ce qui se passe au Bénin, cela n'est pas en train d'être respecté. Je sais qu'il y a des structures qui, quand même, s'activent pour que l'État, parce que là, il faut aller en plaidoyer. Il faut rappeler que l'État, c'est quand même la toute-puissance de l'État. Vous ne pouvez rien, c'est des plaidoyers. C'est ça qui influence mieux les politiques publiques. Et donc, ce que nous constatons, et vous avez parlé du cas d'Anivor, qui est un cas un peu difficile parce que, comme il a dit, la douleur des enfants, la douleur de la famille, de quelqu'un qui a perdu son parent de façon inopinée, de façon imprévisible, et qui est resté dans cette douleur depuis des années, et qui se retrouve dans des cas du genre, on n'arrive pas à élucider. Chaque fois, le procès est reporté, il y a de nouvelles révélations, ou bien on se complique les choses. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que révélations ou contradictions. Voilà, 2010. 2010, nous sommes en 2018. Vous voyez déjà que quand on recède la procédure, on a déjà constaté sa disparition depuis. Vous voyez, on a déjà constaté. Le reste, c'est que nous voulons élucider. Et c'est très important pour un État qui respecte les engagements internationaux, qui respecte ses propres tests, parce que le Code des personnes de la famille est clair, la Constitution est claire, donc il respecte ses propres tests, de tout faire pour élucider, parce que la disparition forcée est une entrave à la dignité humaine. Ça, il faut le dire. C'est une entrave, c'est une entorse à la dignité humaine. Et vous savez, la dignité humaine a été nettement définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et notre peuple également l'a repris. Et je dis que même la Constitution allemande l'a repris en son article 2. Et donc, c'est pour vous dire que c'est très fondamental, c'est capital quand cela touche à la dignité humaine. C'est capital quand cela touche aux engagements internationaux. Et donc, l'État doit prendre des mesures spécifiques. Parce que quoi, je l'ai dit, c'est tout un chapelet, la disparition forcée, c'est tout un chapelet d'infraction, c'est tout un chapelet de violation des droits de l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc l'État pour nous doit tout faire. Et je peux le dire, nous ne sommes pas en train de constater un fort engagement de la part de nos dirigeants. Ce ne sont pas ceux qui sont là, je ne parle pas de ceux qui sont là, je parle du Bénin depuis que nous avons commencé par explorer l'histoire de notre pays. Et donc nous ne constatons pas cela. Et déjà, en ne prenant pas peut-être des mesures pour révéler les raisons qui ont fait disparaître certains, on peut déjà demander à ce que l'État puisse tout faire pour empêcher, parce que quand on se réfère à l'article 2, vous voyez que l'État aussi peut être responsable. Donc l'État peut déjà tout faire pour quand même empêcher, éviter lui-même d'être un peu à la source de ces disparitions que nous constatons. Nous ne disons pas que c'est l'État qui le fait, mais nous nous basons juste sur la définition donnée à l'article 2 de la Convention citée. Félix Badiagou, quels sont les éléments constitutifs d'un tel blocage? Au-delà de la volonté ou de blesser davantage, de rappeler ce souvenir malheureux aux enfants, quels sont les autres éléments constitutifs, internes ou externes, qui peuvent bloquer le cas, un tel procès? Merci, monsieur Davo. Pas des éléments de droit. Je vois. Je peux dire que, pour rappeler quelque chose que monsieur Landry a dit tout à l'heure, pour dire que la disparition forcée d'un être cher peut être un crime contre l'humanité, c'est pour renforcer ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs dit par la Convention internationale, elle dispose que la disparition forcée
des personnes constitue un crime contre l'humanité. Et de ce point de vue, les familles des disparus peuvent ainsi réclamer réparation ou réclamer que lumière soit faite sur le sort de leurs proches. C'est ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'il a dit. Pour revenir à la bonne foi ou non des gouvernants sur la clarification ou sur la lumière sur la disparition forcée des proches, moi je ne dirais pas si c'est une bonne foi ou si c'est une mauvaise foi. Moi je dirais par exemple qu'il faut aller comprendre les logiques dans lesquelles les acteurs sont impliqués pour gérer cette affaire. Il faut aller peut-être réaliser une enquête pour savoir si vraiment le dossier avance. Il faut peut-être interroger les parents proches du disparu et aussi interroger les gens, les autorités judiciaires en charge du dossier. Vous voyez, peut-être que si on interroge les familles du disparu, les proches du disparu, ils nous diront peut-être que ça avance et qu'ils sont contents de la façon dont le dossier est traité. Quand vous interrogez par exemple les hommes de droit qui sont sur le dossier, ils vous donneront toutes les preuves que ça avance et que peut-être que ça avance et que c'est comme ça qu'ils peuvent travailler pour qu'il y ait lumière sur cette affaire-là. On interroge l'État, l'État vous dira que le dossier est pendant devant la justice et qu'il n'a pas droit d'initiation. Vous voyez? Donc, c'est des logiques entre les acteurs, qui sont dans quelques éléments d'office, mais a priori, on pourra dire que puisque de temps à autre, on évoque le dossier au tribunal, on appelle les gens qui sont soupçonnés et on appelle les familles et proches aussi du disparu. De ce point de vue, on peut dire qu'il y ait bonne foi pour que lumière soit faite sur l'affaire. Mais a posteriori, il fallait réaliser d'abord, il fallait questionner tous les acteurs qui s'impliquent dans cette disparition-là pour comprendre réellement les logiques qui sous-tendent ce ralentissement-là ou ce blocage de lumière sur l'affaire. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Au-delà du droit et de la sociologie, nul être ne peut souhaiter connaître la disparition d'un être. Et je vous j'imagine dans quel état vous allez vous retrouver si demain vous apprenez qu'à la descente de ce plateau, j'ai été enlevé. et là, ce serait vraiment un cas difficilement gérable. Alors, ce débat a fait croiser Samba Fini, Landry Adelakun, votre mot de fin. Merci, monsieur le journaliste, et je dois déjà avouer que c'est un plaisir de partager le plateau avec mon cher ami, le sociologue. Et partout où nous on est, j'aime souvent être accompagné d'un sociologue, un psychologue, les sciences sociales, parce que là, ça permet de comprendre certains points que nous autres, on ne peut pas trop exprimer parce que vous êtes trop dans le juridique, ce n'est pas aussi compréhensible pour la population. Et nous allons toujours continuer par lancer un appel à nos dirigeants pour que la question des personnes disparues puisse quand même connaître des efforts louables qui permettent de réduire le taux, de réduire ce que nous constatons et que par rapport à certaines affaires pendantes devant la justice, que des mesures, des instructions fermes soient données afin que ces questions puissent être élucidé. Aussi, pour finir, je voudrais faire peut-être entorse à la procédure pour dire que je souhaiterais joyeux anniversaire à une dame. Elle n'est pas disparue. Elle est là. Et donc, je profiterai parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais cela n'arrivera pas. Je souhaite joyeux anniversaire à Ninette Emiot Baba. Elle est enseignante à Porto-Novo. Merci bien, monsieur. Merci à vous et coucou et joyeux anniversaire davantage à votre amie, soeur ou petite amie, qui sait. Félix Badiago, votre mot de fin. Ok, pour finir, je dirais merci à Eden TV de nous donner l'opportunité à chaque fois d'éclairer les téléspectateurs sur les sujets brûlants de l'actualité. Et je dirais également que dans tout pays, l'État a droit de veiller sur ses citoyens, puisque ce sont eux qui participeront au développement de la nation. Et de ce point de vue, on n'a pas droit à dire qu'on n'a pas connaissance de
de l'existence quelque part sur un territoire donné ou en dehors du territoire où se trouve le citoyen. On doit pouvoir retracer à chaque fois le lieu où se trouve chaque individu pour préserver la paix et permettre que le pays avance. Merci. Ah oui. Merci Félix Badiagou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, chercheur au LATSED, entendez, laboratoire d'analyse des dynamiques socio-anthropologiques et de l'expertise pour le développement. Vous êtes aussi membre du forum Regard Scientifique. Face à vous, jeune juriste, Landry Adelacon, merci franchement pour la disponibilité, puisque c'est seulement hier, à une certaine heure, qu'on a dû vous solliciter tous deux. Et le sujet au menu, c'est bien la journée internationale des personnes disparues. On a disséqué quelque peu le pan juridique et le pan socio-anthropologique. Nul ne peut souhaiter perdre, connaître, j'allais dire, la disparition d'un être cher, d'un proche. Déjà, quand on constate la mort, je dirais, en griffe normale, et quand on vit déjà le deuil, on sait combien c'est difficile, on sait quel capital d'émotions nous vivons et pour combien d'années cela arrive à nous quitter, à quitter notre souvenir. Et quand c'est le cas d'une personne disparue, dont on ignore où elle est, cette personne, est-ce qu'elle vit ou elle ne vit pas, c'est davantage difficile et délicat ce cas. Alors c'est ce qui était au menu de votre débat, faire croiser. Après ce débat, maintenant vous aurez droit à de la musique avec Ahmed Arikba et de la chansonnette, si tout va bien, avec Maury Arnaud Agua qui nous est revenu. Merci à toutes et à tous. Bon retour à vous.